Règles, discipline et énergie. Je lui dis quelque chose que beaucoup pensent sans l'avouer. Beaucoup de gens connaissent les principes. Ils savent qu'il faut être clair, construire des actifs, éviter le flou. Et pourtant, ils s'auto-sabotent. Pourquoi? Il ne sourit pas. Il répond directement. Parce qu'ils essaient de se contrôler avec de la volonté au lieu de se protéger avec des règles. Il m'explique que la volonté est émotionnelle. Elle dépend du sommeil, de l'humeur, du stress, de l'environnement. Un jour, tu es motivé, le lendemain, tu es fragile. Si ton succès dépend de ton état émotionnel, il sera instable. Les règles, elles, ne négocient pas avec ton humeur. Elles te protègent quand tu es faible. Il me partage les siennes. Première règle, jamais de décision importante en état fragile. Fragile, ça veut dire fatigué, frustré, humilié, excité, affamé, en manque. Dans ces états, tu ne prends pas une décision stratégique, tu cherches un soulagement, et le soulagement coûte cher. Deuxième règle, zéro accord flou. Un deal flou, une relation floue, un partenariat flou, tu passes ensuite des mois à réparer ce que tu aurais pu éviter en 10 minutes de clarté. Troisième règle, le matin est sacré. Il m'explique que si tu donnes ton matin au monde, tu passes ta journée à réagir au monde. Si tu gardes ton matin pour construire, tu diriges ta trajectoire. La première heure décide souvent la qualité des 10 suivantes. Quatrième règle, jamais d'énergie sale. Il parle des gens qui manipulent, qui changent de version, qui jouent au brouillard, même si ça rapporte de l'argent à court terme. Il dit que ce qu'ils apportent en chiffres, ils le reprennent en paix. Cinquième règle, ne pas confondre désir et direction. Le désir est impulsif, il veut maintenant, il veut impressionner, il veut combler un vide. La direction est stable, elle construit sur le long terme. Le désir excite, la direction structure. Il me dit quelque chose de simple mais puissant. Les enfants suivent leurs émotions, les adultes suivent leurs règles. Je décide d'aller encore plus loin. Et l'énergie dans tout ça. Beaucoup de gens ont une bonne stratégie, mais ils s'effondrent physiquement. Ils perdent leur constance. Il devient plus sérieux. Ton corps est ton premier portefeuille. Il m'explique que la plupart des ambitieux gèrent leur énergie comme s'ils avaient un découvert illimité. Ils dorment peu, mangent mal, compensent avec caféine, puis redescendent avec distraction ou excès. Il appelle ça une dette physique. Tu peux emprunter de l'énergie à ton futur, mais ton futur viendra réclamer avec intérêt. Il me décrit une période où tout montait dans sa vie. Contrat, visibilité, croissance. Il dormait mal, mangeait vite, bougeait peu. Il pensait que son rythme était un avantage compétitif. Puis un jour, en pleine réunion, son esprit décroche. Pas une petite fatigue, un vrai trou. Il est présent physiquement, mais absent mentalement. Il voit dans les yeux des autres quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Ils ont senti sa fragilité. Il me dit que la richesse peut te donner un statut, mais ton énergie décide si tu peux le porter. Sans énergie stable, tu négocies mal, tu acceptes le flou, tu dis oui trop vite, tu repousses les conversations difficiles, tu confonds désir et direction. Tout ce qu'on a construit avant devient instable. Il simplifie. 3 piliers. Le sommeil comme rendez-vous, pas comme conséquence, pas « je dormirai si j'ai le temps ». Non, heure fixée, rituel de descente, écran coupé, lumière réduite. Le sommeil est un reset mental. Deuxième pilier, le mouvement quotidien. Pas pour le corps esthétique, pour drainer le stress, stabiliser l'humeur. Un corps qui bouge supporte mieux la pression. Troisième pilier, une alimentation qui clarifie. Pas une diète extrême, juste arrêter de manger pour s'anesthésier. Manger pour être léger, lucide. Il me dit quelque chose de brutal. Beaucoup de gens ne manquent pas de discipline, ils manquent d'énergie propre. Et sans énergie propre, tout le reste devient fragile. Clique sur le premier lien en commentaire et rejoins le challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et devenir la meilleure version de toi-même. Il reprend plus calme. Quand ton corps est stable, ton esprit est stable. Quand ton esprit est stable, ton argent arrête de partir en chaos. Je réalise que tout est lié. Clarté, actif, règles, énergie. Ce ne sont pas des conseils séparés, c'est une architecture.
Cercle, identité et solitude de transition. Je lui dis quelque chose que beaucoup ressentent sans l'admettre. Parfois, ce n'est pas le manque de stratégie qui ralentit les gens, ce sont les gens autour d'eux. Il hoche la tête. Ton cercle est un multiplicateur ou un frein invisible. Il m'explique que chaque relation normalise quelque chose. Normalise la plainte, normalise le flou, normalise la discipline, normalise l'excellence. Tu deviens progressivement ce que tu fréquentes, non pas par imitation consciente, mais par exposition répétée. Je lui demande comment évaluer un cercle sans tomber dans le jugement. Il répond simplement « Observe ton état après l'échange ». Après avoir parlé à quelqu'un, te sens-tu plus clair ou plus confus? Plus stable ou plus agité? Plus ambitieux ou plus petit? Il dit que l'énergie ne ment pas. Tu peux ignorer ton intuition, mais ton corps enregistre tout. Il ajoute une distinction importante. Il ne s'agit pas de mépriser, il s'agit de gérer l'accès. Tu peux aimer quelqu'un et réduire son influence. Tu peux respecter quelqu'un et ne pas lui confier ton futur. Beaucoup échouent parce qu'ils partagent leur grande vision avec des personnes qui vivent dans des normes basses. Et ces personnes traduisent l'ambition en peur. Elles appellent ça réalisme. En réalité, elles protègent leur propre zone de confort. Il me dit une phrase nette. Parle de ton projet à des exécutants, pas à des commentateurs. Les commentateurs analysent, les exécutants avancent. Puis, il me raconte une erreur. Un partenariat avec quelqu'un de brillant socialement, très connecté, très convaincant. Sur le papier, c'était impressionnant. Mais derrière le charme, il y avait du flou. Des promesses larges, peu de structure. Il a accepté, en partie parce que son ego aimait l'image. 6 mois plus tard, confusion, tension, perte d'énergie. Il a compris que la clarté est plus rentable que le charisme. Il me dit que les pertes les plus chères viennent rarement d'une mauvaise idée. Elles viennent d'une mauvaise personne. Je lui demande alors comment construire un cercle solide quand on part de zéro. Il me répond que la sélection commence par soi. Les gens solides cherchent des personnes fiables, pas bruyantes. Si tu veux entrer dans un environnement exigeant, deviens quelqu'un de clair, de stable, d'utile. La preuve attire plus que les paroles. Si tu fais gagner du temps aux autres, tu deviens précieux. Si tu leur fais perdre du temps, tu deviens invisible. Je sens que la conversation devient plus intime. Même avec un bon cercle, même avec une bonne stratégie, beaucoup se sentent vides. Ils gagnent, mais ça ne touche rien. Pourquoi? Il répond sans hésiter. Parce qu'ils confondent plus et mieux. Il m'explique que le malheur du riche vient rarement du manque, il vient de la comparaison permanente et de l'absence de sens stable. Si ton identité dépend d'être au-dessus des autres, tu es condamné à courir. Il dit que le bonheur durable vient d'une utilité choisie, pas une utilité subie par le marché, pas une mission pour impressionner. Une contribution alignée avec ce que tu sais faire, ce que tu aimes améliorer et ce qui aide réellement quelqu'un. Le bonheur n'est pas une euphorie constante, c'est l'absence de guerre intérieure. C'est pouvoir gagner sans se trahir. Il m'avoue qu'à un moment, il était prisonnier de son image. Celui qui gagne, celui qui réussit, celui qu'on regarde. Et plus il gagnait, plus il devait regagner pour maintenir cette identité. C'était épuisant. Il a changé de base. Au lieu d'être celui qui gagne, il est devenu celui qui tient ses règles, qui tient sa paix, qui tient sa parole. À partir de là, la victoire n'était plus une obligation identitaire. Je lui pose une dernière question dans cette séquence. Pourquoi tant de gens s'arrêtent juste avant le vrai changement? Il répond doucement, parce qu'ils ont peur de la solitude de transition. Quand tu deviens sérieux, tu deviens temporairement incompatible avec ton ancien environnement. Ton rythme change, tes priorités changent, tes conversations changent, et ça crée un vide. Beaucoup paniquent dans ce vide. Ils pensent qu'ils sont en train de perdre. En réalité, ils sont en train de muer. La solitude de transition n'est pas un échec, c'est un pont.
Si tu traverses ce pont sans revenir en arrière, ton nouveau cercle se forme naturellement. Mais si tu retournes dans l'ancien confort pour appartenir, tu ralentis ta transformation. Il dit que la clé est d'avoir une structure pendant cette phase, des règles, une routine, des repères. Sinon, l'émotion te fait revenir. Je comprends alors que tout est connecté. Clarté dans les relations, structure dans le travail, règles pour l'ego, énergie pour la stabilité, cercle pour la vitesse, sens pour la paix, solitude pour la transition. Ce n'est pas un ensemble d'astuces, c'est une architecture intérieure.